Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo bilan lecture. Je vais vous parler de ce que j'ai lu au mois de septembre. Vous l'avez peut-être constaté, léger changement capillaire. Je suis repassée sur le roux rouge et j'ai tenté la frange rideau, c'est la première fois. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. J'ai lu 13 livres ce mois-ci et comme d'habitude on commence avec ceux que j'ai pas avec moi, comme ça je les mets et ensuite on passe à ceux que j'ai en physique. En premier que j'ai eu sur ma Kindle, c'est My Murder de Cathy Williams. J'ai bien aimé en fait l'histoire globale. J'ai aimé tout le développement de l'intrigue, j'ai été un peu moins satisfaite de la fin. En fait, j'ai trouvé que la fin était pas forcément très claire et il y a eu quand même plusieurs moments où j'étais un peu perdue. Mais pour vous parler du résumé, on y suit une jeune femme qui malheureusement a été assassinée par un serial killer qui sévissait depuis déjà quelques semaines. C'est la 6e ou la 7e femme, je ne sais plus, à se faire tuer par ce tueur qui a un moyen, comment dire, une signature particulière. Il place les chaussures des victimes à côté d'elle, donc c'est comme ça qu'on sait qu'elles ont toutes été tuées par le même serial killer. Et ces femmes-là, l'affaire prend un tel engouement qu'en fait, il y a un centre qui existe un petit peu dans le futur et qui permet de cloner des personnes mortes pour en gros les ramener à la vie, mais c'est pas vraiment elles, c'est-à-dire que c'est un clone, mais qui a leur mémoire, qui a toute leur identité, juste le vrai corps lui est enterré. Et du coup on décide de ressusciter / cloner ces femmes-là, parce que l'affaire a pris énormément d'ampleur, et donc l'histoire va être autour de ce meurtre, parce que petit à petit, eh bien, notre personnage principal va commencer à se poser des questions autour de son meurtre. Est-ce qu'il n'y a pas plus de choses qui se cachent dans cette affaire que tout simplement ce qu'on lui a dit? Et c'est aussi un livre qui va aborder d'une manière très intéressante, je trouve, la maternité et l'instinct maternel, le fait que ce soit pas forcément inné pour tout le monde, le fait qu'il y a certaines mères qui n'ont pas forcément ce déclic, le fait que certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Donc j'ai aimé le parallèle entre ces deux sujets-là. J'ai trouvé l'histoire globalement bien exécutée, sauf la fin, où vraiment là j'ai trouvé que c'était un peu fouillé, un peu brouillon, et c'est ce qui m'a un petit peu déçue. Mais j'ai très envie quand même de lire d'autres livres de cet auteur parce que j'ai été très intriguée et j'ai trouvé l'exécution globale très intéressante et j'ai bien aimé la plume. Et le second livre que je n'ai pas avec moi, ça je l'avais demandé sur NetGalley, c'est Peut-on aimer les animaux et les manger de, je regarde sur mon iPad parce que tout est noté ici, de Guillaume Meurice, et ça fait partie de la collection Alt de La Martinière, vous savez, ces petits essais que je vous avais déjà présentés qui sont assez courts et qui viennent voilà, étudier un sujet en profondeur. J'avais beaucoup aimé les deux précédents que j'ai lus. Celui-ci m'a laissé un goût un petit peu plus mitigé parce que j'ai trouvé que c'était très incisif et beaucoup dans le jugement des personnes qui ne sont pas végétariennes. C'est-à-dire qu'à la base ça part d'un débat entre une personne qui est carnivore et une personne qui est végétarienne, et j'ai trouvé que les comparaisons étaient assez violentes. On n'est pas vraiment dans le chacun fait des efforts et c'est bien, on est plus dans soit tu es végétarien, soit même si tu es flexitarien, même si tu fais des efforts c'est pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une comparaison, moi qui m'a plutôt choquée, c'est il y en a un qui dit oui mais moi je suis flexitarien donc je mange très peu de viande, je fais attention, je mange que mes besoins on va dire en termes de viande machin, et elle lui répond oui mais c'est comme un serial killer qui ne tuerait qu'une fois par mois. Et je me dis, mais c'est un petit peu extrême quand même. Enfin, je trouve que ça ferme au discours parce qu'il y avait des points qui étaient extrêmement intéressants sur les arguments que peuvent avoir les carnivores à l'encontre des végétariens sur les plantations de soja qui polluent et tout. Et ça explique beaucoup de choses, ça débunk beaucoup d'idées. Tout ça, c'était très intéressant. Mais tout le reste était beaucoup dans le jugement des personnes qui ne sont pas végétariennes et du coup je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'il y ait un vrai débat argumenté et là on sentait vraiment que c'était en mode le végétarien a complètement raison et je suis d'accord hein, sur le fond c'est beaucoup mieux pour la planète, pour les animaux d'être végétarien, mais du coup je trouve que ça fermait le débat et ça avait tendance à voilà, donner envie de se braquer au niveau de la discussion, ce genre de propos. Mais je continuerai de lire ces essais parce qu'à chaque fois ça m'apporte des données et des arguments que je connaissais pas et ça m'enrichit quand même sur ce genre de discussion. Donc voilà, mais juste celui-ci m'a un petit peu plus déçu, je l'ai trouvé un peu moins nuancé. Et voilà pour les livres que j'ai lus au format numérique, tout le reste je les ai au format papier. On va commencer par les BD. En premier, j'ai Kyle Travel, je sais pas pourquoi je veux rajouter un S à la fin, de Marco Russo et Alessio Zono, publié aux éditions Dupuis. Et j'ai trouvé ça trop sympa. On y suit donc le personnage de Kyle qui a toujours une vie à peu près normale. Il y a juste la tâche de naissance de sa sœur qui s'appelle Célène qui éloigne un petit peu. Alors ils disent ses copains, pour moi c'est pas ses copains, hein. C'est des gens qui le harcèlent depuis je sais pas combien de temps parce que en gros ils sont en mode ouais elle est contagieuse, elle a été enlevée par les aliens machin, bref il bolo sa petite sœur et lui il la défend. Sauf que le jour de ses 7 ans, eh bien sa vie change radicalement puisqu'il y a un rayon de lumière qui atterrit dans son jardin et qui va l'enlever. Et on le retrouve, nous, 7 ans plus tard, sur une planète complètement inconnue avec d'autres enfants qui viennent vraiment des 4 coins de la galaxie, donc de différentes races d'aliens. Et tous semblent avoir oublié leur vie passée et ils sont formés pour développer leurs aptitudes naturelles et devenir de redoutables guerriers.
au bout de leur cursus scolaire, un grand concours où le meilleur sera désigné pour administrer une planète rien qu'à lui. Sauf qu'on se doute que l'objectif de Kyle, qui a toujours protégé sa petite sœur, eh bien, c'est d'essayer de la retrouver, de retourner vers elle. Et j'ai adoré, je trouve ça trop mignon, j'aime bien le plot, je trouve que c'est une intrigue du coup de sci-fi qui est intéressante et bien menée sans être trop compliquée pour que ça reste lisible par des plus jeunes. Donc ouais, je suis hyper intriguée de découvrir la suite. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 du Roi Louve. Celui-ci, c'est une saga vraiment complètement loufoque, mais que j'aime trop, et ça ne change pas. C'est un peu compliqué à faire en résumé, mais il y a plein de peuples, en gros, qui ont des guerres différentes au sein de leur propre peuple, avec d'autres peuples. On a genre des loups qui peuvent changer de sexe à chaque pleine lune, on a des femmes ovipares, où du coup, là, c'est les femmes qui règnent, et les hommes sont considérés comme moindres. Il y a des révolutions parce que les hommes veulent prendre le pouvoir. Et du coup, chaque peuple a un petit peu des différentes quêtes. On y suit des personnages de chaque peuple du coup qui ont des quêtes à mener tous ensemble. C'est hyper dur de faire le résumé, mais j'aime bien. J'ai un peu moins aimé le tome 3, mais j'ai très envie de lire la suite quand même. En termes de manga, j'ai adoré la série One Piece. Je vous en ai parlé dans le podcast qu'on a avec Lauralie. D'ailleurs, je vous mets le lien pour le podcast. Le lien du podcast est toujours dans la bio si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai adoré le live action de One Piece. Du coup, je me suis mise à lire les mangas. J'avais juste lu le tome 1 et j'avais déjà lu le tome 2, mais j'avais oublié ce qui se passait dedans. Donc du coup, j'ai regardé le live action, j'ai absolument adoré, ça m'a trop donné envie de me découvrir la série. Du coup, j'ai lu le tome 2, j'ai relu plutôt le tome 2, ensuite je me suis lancée dans l'animé parce que je me suis dit j'ai la flemme d'acheter les mangas, sauf que entre temps, je me suis rendu compte que j'aime trop lire les mangas, j'adore l'animé, mais j'adore le manga, le découvrir vraiment sur papier. Donc j'ai acheté les mangas à partir du moment où je m'étais arrêtée dans l'animé. Vraiment, ça n'a aucun sens, mes mangas. Donc j'ai lu le tome 12, voilà, parce que j'en étais au tome 12 dans l'animé. Et j'adore, vraiment, pour avoir du coup regardé pas mal une saison entière de l'animé et être repassée sur le manga, je préfère quand même le manga. Je pense qu'une fois que j'aurai lu tout le manga, je repartirai sur l'animé, mais je préfère les découvrir comme ça sur le papier. Donc voilà, j'ai acheté le tome 12, 13, 14 et avec mon copain on a dit qu'on allait essayer, on en a acheté 4 par mois, comme ça on en lit un par semaine. Et voilà, j'aime trop, donc je vais essayer de lire le tome 13 cette semaine, mais j'adore l'humour, j'adore le trope de la fin de famille, j'adore leurs relations, j'adore les différents méchants, j'adore les combats, enfin l'univers est incroyable et je passe un trop bon moment en les lisant. Et ceux qui disent que je m'engage dans quelque chose de très long, oui, mais je les lis super vite. Donc je pense que si je m'y tiens vraiment, si j'avais l'argent, je pourrais les dégommer très très vite. Le problème c'est plus le coût et je pourrais lire les scans, mais en fait j'aime trop les lire sur papier et les avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Et maintenant on peut passer au roman. Le premier que j'attrape c'est This is not a love letter, publié aux éditions Ozu de Anouk Filippini. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui vient, comment dire, qui a pour objectif de donner une vision de la sexualité des jeunes de la première fois, des premières fois, beaucoup plus douce, beaucoup moins toxique que ce qui peut être représenté, on va dire, dans le porno ou dans la dark romance à l'heure actuelle. C'est vraiment, l'auteur nous en avait parlé, l'objectif du livre premier, c'est de montrer une vision, voilà, beaucoup plus positive de la sexualité, et je trouve que c'est complètement ce qui est fait dans ce livre. C'est écrit ici les 10 règles du sexe et du surf parce que justement les deux viennent un petit peu se mélanger. Il y a beaucoup de parallèles entre le surf, les vagues, le sexe. Et pour parler d'histoire, on y suit le personnage de Lou qui, on sait qu'il s'est passé quelque chose l'année dernière. Là, elle est en vacances, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi. Elle sort plus, elle a plus de portable, elle parle plus à ses anciens amis et elle est complètement renfermée jusqu'au jour où elle va rencontrer, Inigo. Et Inigo et sa mère vivent dans la petite tiny house dans son jardin, je crois que en gros Lou, sa grand-mère. Et ce garçon-là va venir la voir et va lui demander de lui donner des cours de surf, mais aussi des cours de sexe. Et donc va se créer entre eux une relation où les deux vont essayer de se pousser l'un à l'autre à s'ouvrir dans la positivité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est très bien fait. Le livre audio était très agréable, il est narré par l'autrice. Et voilà, je pense que c'est un livre très important de lire à l'heure actuelle, surtout pour les jeunes, donc à mettre notamment dans les CDI des lycées. Publié aux éditions Lumen, j'ai lu La Forgeuse d'os de Niki Popretto, que j'ai aussi reçu dans une box en anglais. Donc j'ai 2 éditions, j'ai l'édition française et l'édition collector In Me Crate. Donc très contente. Et c'est le deuxième Niki Popretto que je lis. Je crois que j'ai lu le tome 1 de sa saga la plus connue, Crown of Feathers, il me semble, en anglais. Et celle-ci était plutôt intéressante, c'est un bon début de saga, je pense que la suite me plaira vraiment. C'est juste que voilà, j'ai pas été non plus archi transcendée, mais je trouve que l'univers créé par l'autrice est assez intriguant.
Pour parler du résumé, on y suit le personnage de Vren qui descend d'une longue lignée de Valkyres et là elle s'apprête à passer une sorte de compétition pour lui permettre de devenir Valkyre à son tour. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Elle avait prévu de gagner la compétition, de ressortir avec les éloges. Plot twist, elle va être bannie à l'issue de cette compétition et elle va se retrouver envoyée au fin fond en fait de leur contrée et même de l'autre côté d'un mur qui avait été érigé pour les séparer, les protéger des non-morts. Les non-morts, c'est des sortes de zombies entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment des zombies, c'est des fantômes zombies, bref. Et en allant de l'autre côté de ce mur-là, eh bien, elle va se rendre compte que tout ce qu'on lui a appris toute sa vie, c'est peut-être pas forcément la vérité, et elle va devoir réapprendre à construire sa vision du monde. Et en plus de ça, elle va se retrouver à devoir protéger le prince, pas le prince héritier, juste le prince de la maison de l'or, qui a été enlevé en fait quand ils étaient tous les deux ensemble, ils ont été enlevés ensemble, et donc elle se dit, bon bah le seul moyen que j'ai de redorer mon blason, c'est de sauver le prince, donc elle va tout faire pour essayer d'aller le sauver. En plus c'est un peu le seul qui a toujours été sympathique avec elle, donc elle se dit, bon j'ai un peu un devoir de le protéger, et pour ça elle va devoir s'allier avec le jeune garçon qui avait essayé de la tuer au moment de l'enlèvement du prince. Pour vous dire un petit peu le Enemies to Lovers, c'était plutôt cool. J'ai juste pas été transcendée parce que je pense que c'est pas l'auteur qui réussira à m'embarquer à chaque fois dans ses livres. J'avais déjà relativement bien aimé Crown of Feathers, mais pas non plus été transportée. Donc je pense que le livre est bien, juste c'est pas mon auteur fave, quoi. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Nathan Le Roi des Sylphes de David Braille, très très court, hein, une 60aine de pages, ça se lit très vite. Pareil, encore une fois, là c'est pas forcément transcendant, mais ça se lit vite, c'est intéressant, et je trouve que ça avait une morale assez sympa, assez intéressante et plutôt originale. Pour vous donner le résumé, ça se passe donc dans le royaume des monts brumeux. C'est un royaume qui est de plus en plus menacé par les humains. À chaque fois, chaque année, les humains se rapprochent un petit peu plus des monts. Et donc la reine des sylphes, elle craint pour la vie de son fils de 15 ans et elle va donc aller chercher de l'aide auprès de son ancienne amante, la sylphide Joran, qui vit seule dans la forêt depuis leur séparation. Donc très très bien, on a de la représentation aussi de couples homosexuels. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est complètement normalisé. À aucun moment, on va être en mode oh, regardez, un couple homosexuel. Non, c'est normal dans ce genre de livre et je trouve ça bien, surtout pour des livres qui sont destinés à la jeunesse. Le résumé nous dit ensuite, Joran a pour mission d'escorter le jeune homme jusqu'au sanctuaire des sylphes afin qu'il devienne immortel, mais l'entreprise est risquée et le jeune garçon, contre toute attente, refuse sa destinée, parce qu'en gros les sylphes naissent de l'union entre un sylphe ou une sylphe et un humain, ce qui fait que pour devenir immortel, le sylphe doit renoncer à son humanité et notre jeune prince a l'air de vouloir refuser de renoncer à son humanité. Toujours dans la jeunesse, j'ai lu le tome 2 des sortilèges de Zora de Eva Greenspan. Ça c'est trop mignon, c'est l'adaptation en roman de la BD et à chaque fois j'adore, ça se lit super vite, il y a des illustrations qui sont vraiment très sympas et très jolies. Je trouve ça trop beau. Et puis l'histoire de Zora, son caractère et tout, j'adore. Pour vous donner un petit peu le pitch, Zora, c'est une jeune sorcière qui est un peu têtue, elle a envie d'expérimenter, elle a envie d'utiliser ses pouvoirs, sauf que pour la protéger, ses parents l'ont envoyée vivre avec sa grand-mère, et sa grand-mère, eh bien, voit qu'elle a un peu la tendance à faire un peu n'importe quoi avec ses pouvoirs, elle veut les utiliser comme ça sans limite, et donc elle l'envoie dans une école pour non-sorciers où elle est censée cacher qu'elle est une sorcière, sauf que, eh bien, Zora va décider d'en faire qu'à sa tête, quitte à se mettre un petit peu en danger. On passe sur une déception et c'est Cache-Cache Mortel de Kirsten White publié aux éditions de Saxus. Alors premièrement, donc j'ai reçu le livre de la part des éditions de Saxus, mais je suis obligée de mentionner les gros problèmes de traduction. Je vous en ai parlé en story. Il y a vraiment un gros problème de traduction, je trouve, sur les livres qui sont pas forcément les plus mis en avant par de Saxus. C'est-à-dire que les livres où ils savent qu'ils vont faire énormément de ventes, il y a un vrai travail, je trouve, qualitatif de traduction. Là, je ne comprends pas, j'ai regardé le travail du traducteur qui traduit pour de grosses maisons d'édition, je ne comprends pas comment il peut faire des erreurs pareilles. Enfin, vraiment, je trouve ça choquant. Pour vous dire, je crois que j'avais annoté le passage. Pour vous donner un exemple parmi malheureusement tant d'autres, c'est écrit ici: qui boit du café en pleine nuit, le moins ça serait d'apporter un truc bon, mais le moins c'est déjà plus qu'ils ne le font. Donc en gros en anglais, ça donnerait the least they could do is bring something good, mais du coup on peut pas traduire littéralement en français. Le moins ça serait d'apporter un truc bon, on traduirait par la moindre des choses, c'est d'apporter quelque chose de bon. Donc bref, c'est des choses comme ça où je me dis, un traducteur, parce que c'est pas la seule erreur, et je me dis un traducteur qui traduit pour des grosses maisons d'édition, comme de Saxus, comme j'ai lu,
Ben, je comprends pas comment c'est possible que tout au long du livre, il y ait ce genre d'erreur de traduction. Et en plus de ça, bon, outre les problèmes de traduction, j'ai été assez déçue par le livre. J'ai trouvé qu'à aucun moment, l'ambiance était vraiment prenante. Je trouve que le livre ne réussit pas du tout à nous immerger. Il n'y a pas ce truc oppressant où voilà, on se plonge dans l'histoire et on frémit pour les personnages. Là, j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas. J'ai pas trouvé l'intrigue archi bien construite. C'est prévisible, la fin n'est pas dingue. Le pitch de base est intéressant, hein, puisque en gros, c'est 14 personnes qui sont contactées, on leur propose de participer à un cache-cache avec à la clé, je crois que c'était une somme comme 15 000 $, quelque chose comme ça, pour le dernier qui est trouvé, donc celui qui reste caché le plus longtemps. Et donc nous on y suit notre personnage qui vraiment est en dèche d'argent, elle n'en peut plus, elle a besoin de cet argent-là pour survivre. Et surtout, il est arrivé quelque chose à sa famille qui fait qu'elle est très très douée pour se cacher. Et une fois que le jeu commence, ils vont se rendre compte que les gens qui sont trouvés ne sont pas seulement éliminés de jeu, ils seraient peut-être même éliminés de la vie. Donc voilà, il y a un très gros enjeu, autre que les 15 000 €, il y a sa survie. Et voilà, le pitch est intéressant, je trouve que l'exécution l'est beaucoup moins. Par contre, gros coup de cœur ce mois-ci, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié aux éditions Nathan. Je l'ai adoré, j'ai eu l'opportunité en plus d'aller rencontrer l'autrice il y a à peu près un mois, je crois, pour lui faire dédicacer aussi mon livre, et elle a été absolument adorable. Je trouve que c'est une personne extrêmement intéressante à écouter parler. Elle a une manière de s'exprimer qui est passionnante, je trouve, vraiment. Puis elle a l'air extrêmement sympathique. Elle était venue à la dédicace, à la rencontre avec sa mère et sa sœur. Et je sais pas, la complicité aussi qui se dégage, je trouve que c'est des choses qu'elle a su aussi retransposer dans son livre. Puisque pour vous donner le résumé, ça se passe pendant la révolution en Syrie. Et on y suit le personnage de Salama qui à la base était étudiante en pharmacie à Homs. À ce moment-là, elle avait encore une famille, un foyer et des amis. Sauf qu'en quelques mois, Salama, elle a tout perdu. Sa vie, elle est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et sa belle-sœur, Leila, qui est enceinte. C'est la seule famille qui lui reste. Et le cœur de Salama est déchiré puisqu'elle hésite entre aider son pays, en fait, à lutter pour sa liberté ou mettre Leila à l'abri, loin de la violence de la guerre. Sauf que le monde de Salama va être complètement bouleversé lorsqu'elle va faire la rencontre de Kenan. Téléphone au point, il va se battre avec les images pour montrer ce que le peuple syrien subit. Et Salama, est-ce qu'elle sera capable de trouver assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant sur la résilience, mais aussi qui vient mettre en lumière ce conflit syrien sur lequel on sait au final très peu de choses et qu'on a tendance beaucoup à taire, je trouve. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, elle en parlait, l'autrice, elle disait beaucoup de gens lui demandent quand elle parle du conflit syrien, mais qu'est-ce qui se passe en fait en réalité en Syrie? Et c'est vrai que pour beaucoup, on ne sait pas réellement ce qui s'y passe, on ne sait pas réellement les causes de ce conflit syrien. Et ce livre-là vient vraiment nous les expliquer en mélangeant aussi fiction et réalité, parce qu'il y a des personnes, il y a des événements qui sont inclus dans le livre et qui sont basés sur des faits réels, qui sont de vraies personnes. Et je trouve que ça rend la lecture encore plus poignante. C'est un livre qui est très cru, donc il faut savoir que les faits sont pas du tout édulcorés. Et j'ai adoré, ça parle aussi des traumas, ça parle du choc post-traumatique, ça parle du sacrifice de soi, ça parle aussi d'être capable de voir le bonheur et de prendre le bonheur dans des petites choses simples de la vie quand tout son monde s'est écroulé, quand on vit dans la guerre, quand il y a la mort à chaque coin de rue. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. La seule chose que je devrais dire, c'est que moi, la romance m'a pas transcendé plus que ça, mais en même temps, c'est pas du tout pour moi le but premier du livre, et j'en ai retiré tellement de choses que c'est pas grave si la romance n'a pas été pour moi un énorme coup de cœur. On enchaîne avec une pavasse de fantaisie nordique, c'est L'ombre des dieux, la confrérie du sang de John Gwynne, publié aux éditions Léa. Et dans celui-ci, malheureusement, il y a aussi quelques petites erreurs avant que je vous parle du résumé. Alors c'est moindre que dans ceux de Saxus, mais il y a des erreurs en termes de prénom, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, le traducteur met le mauvais prénom dans un chapitre. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où en anglais il n'y a pas de prénom et le traducteur rajoute le mauvais prénom dans le chapitre, parce que chaque chapitre a un POV différent. Et du coup, il y a genre 3-4 fois où il y a le mauvais prénom. Alors, c'est pas hyper grave, mais c'est juste que du coup, moi, ça me fait sortir de ma lecture parce que je me dis, alors lui, il est mort, elle est pas là, ou alors elle s'est téléportée. Donc bizarre, voilà. Mais sinon, le reste du livre est globalement très bien traduit, j'ai trouvé. Et pour ce qui est de l'intrigue, ça se passe donc après une guerre dévastatrice qui a mené à l'extinction des dieux. Eh bien, ils ont laissé derrière eux une plaine dévastée qui s'appelle Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu, ou dans les ports abrités au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vassen, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir, les différents Jarl ou Jarl, je crois que c'est Jarl, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Après une vie tumultueuse, Orca a raccroché son épée pour élever son fils, Breka. Mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'amener à ressusciter son passé de guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la confrérie du sang.
Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie, la chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Et c'était ma première lecture de John Gwynne. Je n'avais jamais lu le livre de cet auteur. Je sais que ma copine Lauralie avait lu Malice et m'a dit que, parce qu'on a lu celui-là ensemble, m'a dit que Malice était quand même mieux et me plairait plus. Celui-ci, j'ai bien aimé. Je trouve que l'univers est archi riche, les scènes de bataille sont très vivides, l'univers est très bien construit. Pour autant, je me suis pas vraiment attachée au personnage, mis à part le personnage d'Orca, les autres me laissaient pas plus ou moins indifférente, mais vraiment je ressentais rien pour ces personnages-là. Et j'ai trouvé aussi que les points de vue étaient assez similaires. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de diversité dans les personnages, puisqu'au final on a quasiment tous des personnages qui sont des guerriers. Et c'est très bien, hein, beaucoup de femmes guerrières, mais je trouvais que du coup ça manquait peut-être un petit peu de diversité dans les points de vue des personnages. Aussi on met du temps à savoir où va l'intrigue, je trouve. Pendant 90% du livre, je savais pas ce qu'était l'intrigue principale. Mais au final, après l'avoir terminé, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été posé pour la suite et je lirai la suite avec grand plaisir. Mais par contre, j'ai hâte de lire Malice parce que je pense que de ce que j'ai entendu, Malice me plairait plus. On passe à de la non-fiction. J'ai lu The Wager de David Grann, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Celui-ci a été traduit en français. Je l'ai vu la dernière fois à la Fnac et mes copines me l'ont dit. C'est Les naufragés du Wager, je crois, en français. Et j'ai beaucoup aimé, alors c'est de la non-fiction, mais vraiment raconté à la manière de fiction, puisque on va nous plonger dans l'histoire du Wager et ses occupants. On part du plus tôt dans l'intrigue, c'est-à-dire le moment où The Wager est construit. Pour vous donner le pitch, l'histoire de pourquoi est-ce qu'il est construit, c'est pendant la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne. Et il est construit pour partir dans une mission un petit peu en tsum-tsum pour aller couler les bateaux espagnols, passer par derrière et aller les couler quelque part, je crois, au large du Brésil. Sauf que on part vraiment du plus tôt dans l'histoire. Je sais que c'est ce que certaines personnes n'ont pas aimé, c'est-à-dire qu'on part de la construction du bateau à tout ce qui a pu retarder la construction du bateau, donc les épidémies, mais ça parle aussi par exemple de ce que le gouvernement anglais était prêt à faire pour pousser les gens à la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez de personnes pour s'engager, pas assez d'hommes dans l'armée pour les mettre dans la marine, et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient, ils kidnappaient, hein, littéralement, dans la rue, des gens qui avaient l'air de travailler sur des bateaux. Donc s'ils avaient un peu les mains qui avaient l'air de travailler sur les bateaux, je sais plus ce qu'il y avait, mais genre l'huile par exemple qu'on utilise pour lazurer les bateaux, tout ça, ils les enlevaient dans la rue, ils foutaient sur des bateaux. Voilà. Et après, ils disaient à leurs femmes et à leurs enfants, vous pouvez aller voir s'il est en train de partir sur un bateau avec le gouvernement. Bref, kidnapping, comme ça, pour les forcer à faire la guerre. Donc très très glauque, ça parle de ça. Et ensuite, on part du coup sur l'expédition, sur ce bateau-là. Et ce bateau-là, ce qui va se passer, c'est qu'au large du Brésil, il va faire naufrage. Et ce qui va être... Alors moi, je pensais que ça serait vraiment une grande partie du récit. Au final, non, c'est plus la moitié du récit. Eh bien, on suit leur naufrage, comment ça se passe sur l'île quand ils vivent tous ensemble. Et... le plot twist un petit peu du récit, c'est qu'au bout de quelques mois ou un an, je ne sais plus, un peu plus même, il y a une première partie des naufragés qui va réussir à rejoindre le Brésil et à être donc rapatrié en Angleterre et qui va commencer à raconter l'histoire de leur naufrage, mais sous un jour assez positif, en disant bah voilà, nous on a survécu, tout s'est bien passé, bon il y a des gens qui sont morts mais ça va. Et 2 ans plus tard, le deuxième groupe des naufragés réussit lui aussi à partir de l'île et va commencer à raconter un récit très différent de mutinerie, de meurtre, de cannibalisme. Et tous les naufragés vont être envoyés en cour martiale pour dire bon bah voilà, on va démêler le vrai du faux et ceux qui ont tort, c'est la pendaison. Donc il y a vraiment un truc de vie ou de mort pour savoir ce qui s'est passé. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'en plus de ça, ça parle beaucoup du colonialisme anglais, ça parle de la vision qu'avaient les Anglais des peuples étrangers comme étant des peuples sous-développés, des peuples qu'il fallait aider à évoluer, bref, et en fait ça vient complètement démentir ça en montrant qu'en fait les indigènes sur ces îles-là sont ce qui ont permis aux Anglais en fait de survivre. Ils leur ont apporté leur savoir, ils leur ont apporté leur connaissance de l'environnement, ils les ont aidés en fait, ils leur ont montré leur capacité aussi physique qu'ils ont pu développer eux en vivant sur ces îles-là, enfin bref, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre qui vient aussi, c'est pas juste nous raconter ce qui s'est passé à cette époque-là en Angleterre en nous montrant comment est-ce que pensaient les Anglais à cette époque, c'est dire regardez comment ils pensaient à cette époque, aujourd'hui
on sait à quel point c'est pas normal et voilà, enfin bref. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant, très bien fait et j'ai trouvé que le récit était très vivide, je me suis pas ennuyée et je trouve que l'audiobook était vraiment très intéressant. Donc c'est la première fois que j'apprécie autant de la non-fiction, je trouve. Et on conclut avec Inkblood Sister Scribe de Emma Thorne. Celui-ci je l'avais acheté justement en Angleterre, ma transition est toute trouvée, parce qu'il me faisait trop envie et en plus il était très bien noté. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. C'est un livre, là, je trouve, où l'ambiance, le système de magie, tout ça est hyper original, très bien construit. J'ai aimé les personnages. Mais pour vous parler du résumé, on y suit donc deux sœurs qui ont pour mission de garder des livres magiques. Voilà. Des livres qui sont magiques, mais à la fois mortels. Et on y suit aussi une organisation de l'ombre qui est prête à tout pour les posséder. Donc au final, nous, on y suit à peu près, on va dire, 4 personnages principaux. Johanna, qui est une des deux sœurs qui vit toute seule dans les bois du Vermont avec pour seul objectif de protéger cette collection de livres rares. Ces livres qui sont capables de permettre à des gens de traverser des murs ou de tourner de l'eau en vin, des livres de magie. Mais on y suit aussi sa sœur Esther qui ne reste jamais plus d'1 an au même endroit. Elle bouge constamment et ne revient jamais à la maison. Elle communique seulement par lettres puisqu'elle est désespérée d'éviter la magie mortelle qui a tué sa mère. Et pour le moment, elle est dans une base en Antarctique où elle a trouvé l'amour et peut-être même une sorte de bonheur. Sauf qu'elle va rapidement se rendre compte qu'il y a du sang sur certains des miroirs de la base et elle se rend compte que quelqu'un arrive pour la récupérer. Ce qui veut donc dire que Johanna et la collection de livres magiques est en danger. Donc si elles arrivent à survivre, Esther et Johanna doivent découvrir tous les secrets que leurs parents cachaient, des secrets qui pourraient leur coûter leur vie. Et j'ai adoré. On y suit aussi 2 personnages masculins qui eux du coup se retrouvent plongés au milieu de cette organisation qui est prête à tout pour récupérer les livres, y compris au meurtre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé du coup, là je peux vous en parler, la relation entre les deux sœurs et le fait que chacune perçoive quelque chose et juge en fait entre guillemets un petit peu sa sœur en fonction de comment est-ce qu'elle ressent les choses parce que aucune des deux n'a tous les éléments pour comprendre son auteur et donc ça j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai adoré la psychologie de tous les personnages, leur manière de penser et tout. Ça m'a vraiment envie donné de lire d'autres livres de cet auteur et je pense que le style d'écriture ne plaira peut-être pas à tout le monde. Pour moi ça se rapporte un petit peu à Lee Bardugo dans La 9e maison, même si c'est pas forcément la même chose et l'intrigue est pas forcément similaire. Je trouve que le style global et la manière de construire l'intrigue est assez similaire. Donc je pense que si vous avez aimé La 9e maison, vous pourriez aimer celui-ci. Et voilà qui conclut ma vidéo bilan de lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre livre préféré du mois et le livre que vous avez le moins aimé. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.